Chapitre 12. Conditions et formes de l'attirance érotique. Pour une définition complète des facteurs qui interviennent dans les choix sexuels, il est nécessaire de considérer plus spécialement la structure de l'être humain en se référant aux enseignements traditionnels plutôt qu'aux études modernes. Nous avons distingué il y a peu deux parties ou couches principales de l'être humain, l'essence et la personne extérieure. Mais nous devons maintenant subdiviser à son tour le premier de ces domaines, la partie la plus essentielle, la plus profonde. On aura ainsi au total 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau de l'individu extérieur comme construction sociale, individu dont la forme est assez arbitraire, libre et instable, en raison précisément de son caractère construit. Le second niveau appartient déjà à l'être profond ou dimension en profondeur de l'être, et c'est le siège de ce qu'on a appelé en philosophie le principium individuationis. C'est ici qu'agissent les forces en vertu desquelles un être est ce qu'il est, physiquement aussi bien que psychiquement, et se distingue de tout autre individu de son espèce. C'est donc aussi le siège de la nature propre ou nature innée de chacun. Dans l'enseignement hindou, ces forces formatrices sont appelées samskara ou vasana. Elles ne se rapportent pas seulement aux facteurs héréditaires et phylétiques, mais sont conçues de telle façon qu'elles englobent des hérédités, des causes, des préformations et influences dont l'origine peut excéder les limites d'une vie humaine individuelle. Dans le domaine psychologique, tout ce qui est chez l'homme caractère et nature propre, ce que nous avons appelé son visage, par opposition à son masque, se rattache à ce plan. À la différence de ce qui est propre au premier des 3 niveaux, au plus extérieur, tout ce qui se rapporte au second niveau présente un degré remarquable de précision et de fixité. C'est pourquoi Kant et Schopenhauer ont pu parler d'un caractère transcendantal de tout individu en tant que fait nouménique, donc relatif au domaine qui se tient derrière tout l'ordre des phénomènes perceptibles dans l'espace et le temps. Le troisième et plus profond niveau concerne des forces élémentaires supérieures et antérieures à l'individuation, mais qui constituent aussi le fond ultime de l'individu. À ce domaine appartient également la racine la plus enfouie du sexe, et c'est en lui que se réveille la force originelle de l'éros. En soi, ce plan est antérieur à la forme, à la détermination. Tout processus accède à la forme et à la détermination au fur et à mesure que l'énergie investit les 2 autres plans ou couches et que le processus se poursuit en eux. Dans ce cadre, on peut saisir tous les aspects de ce qui se produit dans l'attirance sexuelle. Sur le plan le plus profond, cette attraction est quelque chose qui va plus loin que l'individu. Et l'expérience érotique sous ses formes limites, avec trauma, de l'étreinte, atteint ce plan. C'est en fonction de ce dernier que le mot déjà rappelé selon lequel toutes les femmes n'aiment qu'un seul homme et tous les hommes qu'une seule femme est vrai. Il existe ici un principe d'indifférence ou de non-localisation. En vertu des correspondances analogiques entre limite supérieure et limite inférieure, ce principe agit soit dans l'impulsion aveugle qui pousse vers un être de sexe opposé, simplement parce qu'il est de sexe opposé, impulsion propre aux formes bestiales et brutales de l'éros, soit dans les formes positivement désindividualisées de l'éros, telles qu'elles figurent par exemple dans une expérience dionysiaque. Il n'est donc pas toujours vrai que la forme d'amour la plus vulgaire et la plus animale soit celle où l'on n'aime pas une femme, mais la femme. Ce peut être exactement l'inverse. On peut en dire autant du fait que dans la crise de l'étreinte, l'homme perd pratiquement son individualité. Il peut la perdre de 2 manières opposées, puisqu'il existe 2 possibilités opposées de désindividualisation en rapport avec une auto-ouverture descendante et une auto-ouverture ascendante. Une ivresse catagogique et une ivresse anagogique. En de tels moments, le remplacement de l'individu par l'espèce est un véritable mythe. Enfin, lorsque l'on dit que l'amour naît dès le premier instant ou jamais, lorsque l'on parle des coups de foudre, cela se rapporte essentiellement au cas où la force de la couche la plus profonde agit directement, prédomine, sans être entravée grâce à des circonstances particulières.
La première loi à laquelle obéit le processus sexuel au niveau le plus profond est la loi de complémentarité, de réintégration de la qualité masculine pure et de la qualité féminine pure dans l'union d'un homme avec une femme. À la limite entre les troisième et second niveaux, entre le niveau profond et le niveau intermédiaire, entrent immédiatement en jeu les conditionnements ou liens propres à l'individuation ou nature propre d'un être donné. À ce nouveau stade, tout ce qu'est une femme, en plus de la complémentarité ontologique élémentaire, n'est plus indifférent pour la passion et l'inclination érotique. On peut dire par exemple que ce qui ici influence en premier le choix, ce sont les conditionnements raciaux, puis d'autres conditionnements plus spécifiques d'ordre somatique et caractérologique individuel. Tout cela pouvant s'accentuer et se fixer jusqu'à créer l'illusion de l'objet irremplaçable. C'est la croyance à l'amour unique. L'idée qu'on ne peut aimer et qu'on ne peut avoir aimé qu'une femme bien précise en tant qu'individu, celle-là, unique, cet homme-là dans le cas de la femme. Et lorsque toute la force de la couche la plus profonde et du processus fondamental se porte et se fixe sur ce plan intermédiaire, qui est celui de l'individuation et du caractère transcendantal, se produit la passion fatale, qui, nous le verrons, est presque toujours malheureuse, du moins si l'on reste dans la sphère humaine et profane, dans la mesure où une force agit, où une charge fait pression ici, force et charge qui dépassent l'individu. D'où souvent de véritables courts-circuits et des situations comme celle illustrée dans le Tristan et Isolde de Wagner. En règle générale, le niveau intermédiaire est aussi celui des idéalisations de la femme aimée. On a l'illusion d'aimer une femme pour telle ou telle de ses qualités, alors que ce qu'on aime vraiment, ce à quoi l'on est attaché, c'est son être nu. À l'inverse, lorsque la force profonde de l'éros n'investit pas directement le plan intermédiaire, ni ne s'y fixe complètement, c'est ce qui arrive dans la très grande majorité des cas, il reste une certaine marge d'indétermination. On aura, au lieu de la femme unique et irremplaçable, un type donné approximatif. C'est mon type, présenté par plusieurs femmes ou plusieurs hommes dans l'autre cas, qui constituera la condition d'une attirance suffisamment intense. Mais cette plus grande liberté de mouvement, cette non-localisation de l'éros, peut aussi avoir une autre cause, l'individuation imparfaite d'un être. Si le visage intérieur d'un être n'est pas bien précis, l'objet de son désir sera dans une mesure égale plus indéterminé, et à l'intérieur de certaines limites plus changeant. La multiplication des expériences peut aussi contribuer au refoulement de la fixité propre à une première période de la vie érotique. Balzac a ainsi remarqué qu'on aime tout dans la première femme aimée, comme si c'était la seule femme au monde. Plus tard, on aime la femme dans chaque femme. Passons au dernier niveau, celui de l'individu extérieur. Lorsque le centre de gravité de l'être tombe sur ce plan, la mutabilité et l'imprécision dans les choix du complément sexuel croissent démesurément. Ici, répétons-le, tout est inorganique, sans racine profonde. Ainsi, on peut avoir dans ce cas le type du libertin qui ne cherche que le plaisir et juge une femme en fonction de la quantité de plaisir qu'elle peut, croit-il, lui donner, toutes les femmes, pour lui, se valant plus ou moins à tous autres égards. Dans d'autres cas, les facteurs sociaux et environnementaux peuvent devenir déterminants. La classe, la mode, la tradition, la vanité, etc. Alors apparaissent de nouveaux conditionnements pour tout ce qui, dans l'éros, peut atteindre ce plan et s'y fixer. Ce sont eux qui définissent dans une large mesure l'atmosphère normale, civilisée et bourgeoise. Mais il suffit que l'éros reprenne tout à coup son caractère et suive les conditions qui lui sont propres dans les strates les plus profondes pour que son action soit catastrophique sur tout ce qui s'est formé en matière de relations intersexuelles dans ce domaine plus extérieur de l'individu social. Les affinités déterminées par le plan de la nature propre et des samskaras, en cas de rencontre de la personne complémentaire, peuvent à elles seules faire sauter ou saper
tout ce que l'individu social s'est créé dans le cadre des institutions et de la société à laquelle il appartient. Ce sont les cas qui ont amené Chamfort à parler d'un droit divin de l'amour. Nous le citons. Les amants s'appartiennent de droit divin, malgré les lois et les conventions humaines. Fin de citation. Et ces cas très nombreux dans la vie moderne ont fourni à un certain genre de théâtre et de littérature sa matière préférée. Précisément parce qu'on a entretenu l'illusion de pouvoir concentrer et organiser les relations entre les sexes sur le plan le plus extérieur, social, inorganique et artificiel. Des catastrophes du même type peuvent arriver aux libertins qui finissent victimes de leur propre jeu et amoureux d'une certaine femme, mettant ainsi un terme à la permutabilité de l'objet de leur éros, à moins qu'ils ne succombent à des formes maniaques de sexualité, conséquence celle-là du fait d'avoir joué avec le feu, donc d'avoir provoqué à un moment donné l'activation du courant propre au plan le plus profond, celui qui précède le plan même des samskaras et de l'individuation. Il va de soi que ces affleurements éventuels peuvent agir de manière désastreuse sur le plan de l'amour unique, de même que la loi des affinités existant sur ce plan, le niveau intermédiaire, peut s'exercer catastrophiquement dans le domaine de l'individu social et de ses arrangements. Alors l'unicité est encore une fois brisée, même l'unicité de la passion fatale. Mais ces cas sont extrêmement rares dans le domaine profane et ne sont jamais évalués selon leur vraie nature lorsqu'ils se vérifient. Il existe un autre cas susceptible d'être rapporté au même contexte, celui d'une passion et d'une attirance sexuelle élémentaire pouvant s'accompagner de mépris et même de haine entre les amants. C'est l'énergie du plan le plus profond qui agit, détruisant tous les facteurs relevant de l'affinité des caractères et toutes les valeurs qui eussent été déterminantes si le processus s'était concentré sur le plan intermédiaire. Ce cas est symétrique de celui où les affinités propres à ce plan peuvent à leur tour faire rejeter toute considération du domaine extérieur de la morale sociale et des institutions. Dans ce contexte, on peut enfin faire allusion au fait qu'il existe des moyens artificiels pour activer à un état plus ou moins libre la force élémentaire de l'éros, moyen qui neutralise les couches moins profondes, dont l'éros subit habituellement les conditionnements lorsqu'il les traverse et s'englue en elle, comme cela se vérifie dans l'expérience des hommes et des femmes courants. On peut mentionner l'action de l'alcool et de certains stupéfiants. Et il faut remarquer dès maintenant que dans l'usage sacral du sexe, dionysisme, tantrisme, des substances de ce genre ont souvent joué le rôle d'adjuvants. Les filtres d'amour, dont les modernes ignorent totalement la vraie nature, appartiennent au même domaine. Mais ces moyens, s'ils peuvent conduire à la magie sexuelle proprement dite, peuvent également mener, nous le verrons, à certaines formes de démonologie à base érotique. Dans tout ce dont nous venons de parler, il ne faut jamais confondre ce qui conditionne avec ce qui détermine. Pour qu'une machine produise certains effets et ait un certain rendement, il faut qu'elle soit composée de parties bien précises et que ces parties soient convenablement accordées. Mais si l'énergie motrice fait défaut, la machine la plus parfaite restera immobile. On doit penser de même au sujet des conditions qui peuvent correspondre théoriquement sur les deux plans les moins profonds de l'être humain à l'optimum en vue de l'attirance sexuelle. En dehors de tous ces facteurs, il faut que s'éveille la force primordiale de l'éros selon tel ou tel voltage et qu'elle établisse à tel ou tel degré d'intensité l'état magnétique ou magique que nous avons défini comme le substrat de tout amour sexuel. Chez l'individu courant, et spécialement chez l'individu civilisé occidental, l'expérience érotique est de celle qui présente le plus un caractère passif. C'est comme si les processus qui y correspondent commençaient et se déroulaient tout seuls, sans intervention de la volonté de la personne, à laquelle il n'est même pas donné de les concentrer précisément sur l'un des trois plans ou niveaux dont nous avons parlé. Cette situation ne se vérifie pas lorsque la contrainte manque, avec la possibilité d'agir ou de ressentir autrement, ou on doute de la sincérité et de la profondeur d'un sentiment ou d'un désir. Les termes même les plus employés renvoient à cette situation. En effet, dans les langues d'origine latine,
la passion désigne précisément la condition de celui qui subit. Il en est de même du mot allemand Leidenschaft, de leiden, verbe qui lui aussi signifie pâtir, souffrir. Selon les individus, selon leur différenciation interne, ce phénomène a un caractère plus ou moins marqué. En outre, on pourrait élaborer plusieurs hypothèses en matière de psychologie différentielle en s'appuyant sur les institutions. La polygamie, par exemple, présuppose naturellement un type masculin où le moi a un plus grand degré de liberté par rapport à l'éros, avec pour conséquence un degré plus élevé de non-localisation et un degré moins élevé de fixité. Un type masculin aussi pour lequel l'expérience érotique en elle-même a plus d'importance que la relation avec telle ou telle femme en tant que personne, selon un dicton arabe, un fruit et puis un autre fruit. Puisqu'il n'est pas certain que cela corresponde toujours à des situations identiques à celles ostentatoires et inorganiques d'inspiration libertine, on peut reconnaître que le passage de la polygamie, ou du mariage antique admettant comme complément légitime le concubinage, à la monogamie, n'est en rien, n'en déplaise au point de vue conformiste aujourd'hui dominant, le signe du remplacement d'un type viril inférieur par un type viril supérieur, mais exactement le contraire. Le symptôme plutôt d'un bien plus grand asservissement potentiel de l'homme à l'éros et à la femme, donc quelque chose qui ne caractérise vraiment pas une civilisation d'ordre plus élevé. Quant aux éléments techniques visant à agir sur les diverses conditions existentielles de l'éros, c'est surtout dans le monde antique ou parmi les populations primitives qu'on peut les rencontrer. Nous citerons pour le moment un seul exemple. Le fait que souvent parmi ces populations, les rites matrimoniaux s'identifient à des charmes d'amour qui éveillent la force d'attraction entre les sexes, comme un pouvoir irrésistible. En fonction de notre schéma, nous pouvons dire qu'ils mettent en mouvement et activent l'éros sur le plan élémentaire, avec éventuellement le risque d'alimenter une sorte de démonie ou de possession. Avant d'aller plus loin, retournons-nous-en un instant vers le chemin parcouru. Nous avons rejeté toute interprétation biologique finaliste du phénomène érotique. L'explication fondée sur le freudien principe de plaisir nous apparaît aussi insatisfaisante que celle reposant sur un imaginaire instinct de reproduction, comme fait premier de la pulsion érotique. La théorie magnétique, elle, nous a semblé mieux rendre compte de la réalité. Nous l'avons approfondie grâce à des données tirées des enseignements traditionnels qui parlent d'un état ou fluide se produisant de manière catalytique chez les amants, en vertu de la présence de forces bases, yin et yang, qui définissent la polarité sexuelle et la sexualisation en général. Avec pour corrélat un déplacement du niveau de la conscience, cela devenant à son tour la cause d'une activation magique du pouvoir de l'imagination et d'un monodéisme plus ou moins intense. Nous avons réhabilité la vieille doctrine selon laquelle il y a altération invisible du sang lorsqu'on est pris par l'éros. Enfin, nous avons examiné les conditions liées à la complémentarité existentielle des êtres qui s'aiment dans le cadre d'une doctrine des strates multiples de la personne, mais en mettant en relief que la base de tout le phénomène et la force primordiale, c'est toujours ce qui procède directement du rapport de la masculinité dans l'absolu avec la féminité dans l'absolu. Sous cet angle, plus le processus sera intense, avec tous les effets d'une attraction élémentaire, plus nette sera la différenciation des sexes, c'est-à-dire la sexualisation. On pourrait cependant penser qu'en ce qui concerne l'essentiel, nous avons d'une certaine façon marqué le pas. N'avons-nous pas reconnu nous-mêmes que ce qu'on allègue généralement pour expliquer le phénomène érotique s'explique en réalité par lui ? On rencontre donc inévitablement le problème fondamental. En dernière analyse, pourquoi l'homme et la femme sont-ils attirés l'un par l'autre ? Maintenant que nous avons reconnu dans l'éros un phénomène élémentaire et irréductible, il nous faut chercher la signification de ce phénomène. Cela revient aussi à se demander quelle est la signification de la sexualité prise en elle-même. On sera ainsi renvoyé vers le centre de la métaphysique du sexe au sens propre.
Et c'est déjà de celle-ci que traitera le prochain chapitre.